Kango Mokengeli, Léopard. Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Kongo aveni, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya, kasa ya mbila. Amis téléspectateurs fidèles bien-aimés des pages d'histoire, merci d'être nombreux pour nous suivre. Nous, c'est moi, votre servante et notre invité, le professeur Denis Mwamba Lukusa, que je remercie de nous avoir encore honorés aujourd'hui. Et là, nous allons continuer notre promenade historique là où nous l'avons laissé la fois passée, c'est-à-dire l'avènement du maréchal Mobutu au pouvoir. Et pour nous retremper dans l'ambiance de notre précédent numéro, professeur, pouvez-vous nous rappeler ce que nous avons dit, ce qui explique les raisons de long règne du maréchal Mobutu au pouvoir? Bonjour d'abord et vous avez la parole. Merci, je vous remercie aussi pour m'avoir donné encore une fois de plus la parole. Comme nous l'avions dit la fois passée, le règne du maréchal Mobutu se justifie par le fait qu'il a été soutenu sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan militaire et sur le plan diplomatique par de grandes puissances qui avaient l'intérêt sur le Congo ou l'ex-Zaïre par rapport à sa position stratégique. Il y a notamment les États-Unis qui a gardé de bonnes relations d'amitié avec le régime du maréchal Mobutu. Il y a aussi la Belgique, mais il faut préciser que la Belgique, à un certain moment, a constaté que Mobutu dérapait de plus en plus sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de la bonne gouvernance. La Belgique a préféré avoir des distances, se distancer du régime de Mobutu et du Mobutu lui-même, ce qui a causé que Mobutu est revenu sur les contentieux belgo-congolais en 1985 déjà, jusqu'à aller à Rabat où ils sont entretenus, dont le roi Hassan II était le facilitateur. Alors pour être plus précis, je dirais que le règne de Mobutu a été aussi très autoritaire. Donc un régime autoritaire, dictatorial, dont Mobutu ne supportait plus, il ne supportait pas quelqu'un qui pouvait faire obstacle sur son chemin et sur sa longévité au niveau du pouvoir. Donc voilà un peu les éléments, peut-être on va les développer au fur et à mesure, ceux qui souhaitent justifier le pouvoir du Mobutu qui a de 65 à 1997. Mais il faut reconnaître que Mobutu a commencé à gérer le pays depuis 60. Oui, professeur, il semble que Mobutu est un choix de la CIA. Pourquoi lui et pas un autre à cette époque-là? Oui, c'est une très bonne question. Vous savez que d'abord Mobutu a travaillé avec la CIA, il a travaillé avec la sûreté belge et ils ont trouvé qu'il avait une certaine ingéniosité dans ses actions, dans ses actes, dans sa manière de voir les choses au niveau de l'État. Étant donné qu'ils ont étudié Mobutu, et ils ont vu que c'était quelqu'un qui était très ambitieux. Et effectivement, il l'était. Et ils l'ont proposé le marché au fur et à mesure qu'il était avec eux, au point où Mobutu a sacrifié Lumumba. Parce que Lumumba, certaines personnes disent que Lumumba était naïf. Quand on lui disait que Mobutu, qui est à tes côtés ici, il est très dangereux, il faut faire attention, il disait non, pas Mobutu. Donc c'est une naïveté politique, je peux dire ainsi, mais déjà, la CIA avait trouvé quelqu'un de poids qui pouvait défendre ses intérêts au Congo et préserver cette politique
d'après la Deuxième Guerre mondiale, aussi bien défendre les États-Unis par rapport à la guerre froide. Donc c'était plus les intérêts et Mobutu était un échantillon incontournable pour la politique impérialiste en Afrique centrale et au Congo de manière plus précise. Donc voilà un peu, il a obtenu l'assistance de la France, de la Belgique, des États-Unis et d'autres pays. Plus les règnes étaient longs, plus les slogans étaient nombreux. Je citerai à titre d'exemple retroussons les manches, l'objectif 80, etc. Mais pourquoi l'application ne suivait pas? Vous savez, la politique ou le pouvoir, c'est comme de la drogue. C'est-à-dire? Lorsque quelqu'un est au pouvoir, toutes les bonnes promesses qu'il promettait aux populations, au peuple, commencent à lui échapper. D'ailleurs, le général Denis Sassou Nguesso, je pense que c'est lui qui a écrit « Le pouvoir, c'est l'art de l'éloignement ». Plus on a le pouvoir, plus on s'éloigne des amis, des anciens amis, des anciens collaborateurs, de nos ambitions primaires ou primordiales. Maintenant, les slogans, c'est la politique. En politique, il y a des slogans, on les voit même avec les élections. Non pas seulement au Congo, mais ailleurs. Ce sont des slogans, les slogans ne sont pas les actions. Les actions, c'est tout autre chose. Mobutu, il y a les slogans de Salongo, il y a des... Servir et non se servir. Mais c'était des slogans. En principe, pour le clic de Mobutu et lui-même, c'est non pas servir le peuple, mais se servir d'abord. C'est pourquoi nous constatons que les grands dignitaires du régime Mobutu se sont amassés des fortunes que moi j'appelle l'enrichissement sans cause. Et puis, il y a d'ailleurs les commissaires à la mobilisation, le fait Dominique Sakombi Inongo, qui étaient les promoteurs de tous ces slogans. Et avec l'image de Mobutu qu'on voyait comme un dieu qui apparaissait sur l'écran, sur les chaînes de télévision. Alors, mais c'est lui qui était le promoteur, il le dit, il le déclare lui-même. Ce sont des slogans. Mais dans beaucoup de cas, ce sont les slogans politiciens. Du moment que c'est politicien, c'est démagogique et ce sont des démagogues. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut définir aussi. Professeur, on se rappellera que vers les années 60, la RDC avait les niveaux économiques du Canada. Les Sud-Africains même venaient se faire soigner ici. Est-ce qu'on peut savoir à partir de quand et pourquoi la descente aux enfers a commencé? Vous savez ce qui me fait rire? C'est cette expression, ces contes-là. Les Congolais, je ne sais pas, les Congolais aiment les contes. Ils racontaient, mais pas se ressourcer. Mais cette histoire, c'est une force humaine qui, même le grand professeur, les grands personnages politiques, les grandes personnalités de notre pays continuent à perpétuer cela jusque dans l'hémisphère en disant que les Congos en 60 étaient sur le même pied d'égalité que le Canada. Mais c'est sur quelle base? Quel document? Les Congos, ils ont mesuré le Canada avec quoi? Avec quel indicateur? J'aurais voulu avoir une telle documentation pour dire que le Congo, bien sûr, on peut parler de l'ambition que le Congo s'est donnée pour l'an 1960 d'être sur le pied d'égalité que le Canada, mais le Congo n'a jamais été sur le pied d'égalité que le Canada. On peut parler sur le plan des ressources humaines,
Je ne pense pas, parce que le Congo en 60 avait des 14 universitaires seulement et non expérimentés, qui n'avaient aucune connaissance de la gestion de l'État. Donc on peut déjà enlever ça. Alors c'était sur le plan infrastructural. Combien de routes on avait qui étaient par rapport comparables sur le plan social? Sur le plan social, combien on payait un fonctionnaire de l'administration? C'est comme ça qu'on fait les choses. Sur le plan infrastructural ou sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan social, moi je vous dis, je ne vois pas un document qui justifie les niveaux du Congo comparables à celui du Canada en 1960. Et les Sud-Africains qui venaient se faire soigner. Maintenant, voilà aussi une autre question. Mais moi je vous dis, l'Afrique du Sud être comparée au Congo, je peux accepter. Mais comparable, comme on le prétend aujourd'hui, que le Sud-Africain venait se faire soigner en Afrique du Sud, au Congo, mais c'est un montage de toutes pièces. Parce que, je donne un cas, j'ai un ami qui est en tant qu'expert dans le cadre de la réforme de la décentralisation, j'ai amené un directeur, un collègue, qui travaille avec moi, du gouvernement sud-africain. Il est venu ici, il devait suivre les soins médicaux chaque jour, mais pour des raisons professionnelles, il est arrivé ici. Et il est tombé malade. J'ai dû chercher un médecin. On m'a référé, je suis allé dans son cabinet. Il a traité ses patients, il a demandé le passeport. C'est un Sud-Africain. Et par après, j'aurais appris que il y a des Sud-Africains qu'on ne peut pas soigner en Afrique du Sud, eux qu'on envoie au Congo pour se faire soigner par des spécialistes. Non, mais c'est une circonstance. Il était en visite, il est tombé malade, on l'a amené à l'hôpital. Même le médecin, je regrette qu'il y a des médecins, professeurs à l'université, qui donnent ces chiffres. Sur quelle base? Combien de Sud-Africains sont venus avec des preuves, avec les documents au niveau de l'administration médicale pour dire qu'il y a des Sud-Africains qui sont venus se faire soigner? Si ce n'est pas des cas sporadiques ou temporaires, quelqu'un ou certaines personnes, c'est normal. Il y a des Sud-Africains qui vont en Afrique du Sud, tout comme il y a un Sud-Africain qui peut venir pour un cas précis, voir ou être consulté par un médecin congolais. Mais cela ne doit pas être propagé de cette façon pour dire que les Sud-Africains venaient se faire soigner en 60, comme pour dire que le Congo était comparable à l'Afrique du Sud en 1960. Bon, parlons un peu de Mobutu. À une certaine époque, Mobutu a été surnommé homme seul. Ça signifiait quoi? Parce qu'à un certain moment, Mobutu se prenait comme le seul capable de gérer le Congo ou les Zaïre. Et ces décisions passaient sans être contredites ou débattues. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, Mobutu homme seul, lorsqu'il a lancé sa politique de recours à l'authenticité, qu'il a lancé le 27 octobre 1971, parce que la zaïrianisation est intervenue le 30 novembre 1973. Et au vu de ça, il a été lâché par ses alliés occidentaux. Et déjà, sa politique ou son régime était en décadence. Et c'est tout ce qui justifie cette expression de Mobutu seul. Seul dans la prise de décision, seul dans la gestion, seul au front, seul abandonné par ses alliés par arrogance, parce qu'il était devenu très arrogant, connaissant que l'Amérique passe par lui pour financer les guerres en Angola, pour la guerre froide ou pour les intérêts stratégiques et économiques
il était l'incontournable. Alors il était devenu arrogant. D'ailleurs, son discours du 4 octobre 1973 aux Nations Unies, personne d'autre à ce temps-là ne pouvait se donner ce luxe parmi les pays africains de faire un discours aussi magistral et éloquent comme Mobutu l'a fait. Donc voilà dans quel contexte on replace cette expression de Mobutu seul. Professeur, expliquez-nous un peu, parce qu'on aimerait savoir, s'il faut parler de la zaïrisation, qu'est-ce qui a justifié ces changements? Qu'est-ce qui a motivé ça, de Congo au Zaïre? Et d'où est sorti le nom Zaïre? C'est quoi ça? Ça a une signification? Oui, Zaïre, c'est, je pense, Zaïka, un mot portugais déformé en Zaïre. Donc c'est là où on tire un peu ses origines. Mais maintenant, la politique de changer, Mobutu voulait faire, donc voulait sortir de l'ordinaire et d'être l'initiateur. Donc il voulait tout changer. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il a même permis, ou il a participé lui-même au déboulement de certains monuments coloniaux. Donc il voulait tout changer. Surtout, il faisait cela lorsqu'il était en conflit avec ses alliés, spécialement la Belgique. Parce que on doit dire que la Belgique a joué un rôle dans l'histoire politique ou dans la marche politique du Congo depuis 1885 jusqu'à ce jour. La Belgique n'a pas commis seulement des dégâts. On doit reconnaître que la Belgique a posé des jalons qu'on pouvait se servir pour développer notre pays. Mais malgré cela, nous-mêmes, nous l'avons détruit en complicité avec notre politique des aérianisations et de gaspillage et de spoliation. Mais maintenant, à la question de savoir pourquoi Mobutu a changé de nom, qu'est-ce qui a motivé ces changements? Ses ambitions personnelles. C'était juste ses ambitions personnelles. Il ne voulait plus qu'on parle de Léopold II, il ne voulait plus voir même les monuments de Léopold ou d'Albert. Donc tout devait être détruit. Il fallait qu'il y ait ces effigies partout. C'est comme ça qu'il a été poussé dans cette folie de gloire. Et de l'homme seul est capable de se lancer dans cette aventure des aérianisations. Voilà, il a changé de nom, qui était Léopoldville devenu Kinshasa, Elisabethville Lubumbashi, Jadoville Lukasi, Stanleyville, ainsi de suite. Donc, ce n'était pas des priorités. Mais pour lui, il a fait des priorités dans sa politique pour montrer à ses alliés qui devenaient ses rivaux que je suis capable de changer la donne et changer le cours de l'histoire. Quand pour dire qu'on ne peut rien retenir de louable pendant les règnes de Mobutu, tout était mauvais? Non, on doit être sérieux et réaliste. Je salue donc la personnalité marquante du maréchal Mobutu. Mobutu avait des qualités de chef d'État, pas de politicien. Et c'était un grand philosophe et un grand stratège. C'est cette stratégie qui a fait que tous ces éminents professeurs étaient autour de lui. Non pas dans le but de les détruire, mais dans le but de les rendre plus puissants et plus glorieux. Au point où, je pense, c'est Angoul qui a dit que les Juifs ont eu Jésus comme sauveur, et nous, c'est Mobutu qui est notre sauveur. Donc, jusqu'à comparer une abomination grave
et impardonnable même sur le plan biblique, parce que ça c'est blasphémer contre le Saint-Esprit, à comparer Mobutu au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, dans cette folie de gloire que Mobutu a évolué, et dans cette folie de gloire, il a laissé ses lieutenants, ses collaborateurs détruire le pays. D'ailleurs, il est dit que nous avons volé, nous avons détruit. Il n'était pas le seul à détruire à pied. Il a dit que je n'étais pas gouverneur de la banque. Je n'étais pas ministre des Finances. Alors quand on demandait, Mobutu demande que j'ai besoin d'1 million, alors ça arrive auprès du Premier ministre, lui il demande 2 millions, le gouverneur de la banque fait sortir 3 millions. Et c'est comme ça, parce que connaissant qu'il n'y a pas de traces à ce niveau, et au niveau de la primature, ni du gouvernorat. Les jours où il y aura l'audit, je pense que c'est ce qui fait la peur de certaines personnalités et dignitaires de l'ancien régime, si pas aussi de ces régimes. Voilà pour résumer, mais je peux dire tout simplement que Mobutu avait des qualités et il y a des bonnes choses qu'on peut garder de Mobutu. Par exemple, l'unicité du pays, ce que nous me prenons. Mobutu est le seul, soyons sérieux et réalistes, et reconnaissons néanmoins à Mobutu cela, qu'il a unifié l'État, et il a unifié les Congos. Il a unifié, non pas seulement les Congos, et les Congolais, les Zaïrois de l'époque. Il y a eu des gouverneurs chabiens ou katangais à Kinshasa, au Kasaï, c'est du Kasaï au Bas-Congo, au Zaïre, que personne n'est capable, ou pas pour ne pas dire personne, mais qui est difficile aujourd'hui de mettre en place. Donc il faut quand même qu'on soit sincère. Si on veut le développement du Congo, si on veut l'avenir du Congo, l'unicité du Congo, on doit prendre les bons caractères de Mobutu et les mettre en exergue et voir le mauvais côté de Mobutu et le mettre de côté. Ça c'est un point. Le deuxième point, à l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas parler des Zaïrois n'importe comment. Donc Mobutu était prêt à payer des millions, à payer à plus fort au sacrifice même suprême pour que l'intégrité corporelle du peuple zaïrois ne soit mise en jeu. Il n'acceptait pas ça. Donc c'est donc le mérite de Mobutu. Le troisième point que je peux dire de Mobutu, on doit quand même reconnaître qu'à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ces petits mouvements rebelles partout. Ces 9 pays limitrophes qu'on a ne pouvaient pas s'approcher ou menacer le Congo comme c'est le cas aujourd'hui. Donc Mobutu était prêt à mettre en jeu, d'abord pour son honneur et pour l'honneur de son régime. Ainsi, par conséquent, le peuple congolais bénéficiait de cette sécurité. Aujourd'hui, le Congo est dépiécé de tous côtés. Et en dépit des tentatives qui sont en marche pour essayer d'unifier l'unicité du Congo. Voilà, il y a toute une série de bonnes choses que je peux citer de Mobutu et qu'on peut retenir comme des leçons pour éviter qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs de Mobutu, parce qu'il nous a déjà éclairé au travers de ces erreurs. Oui, professeur, j'aimerais un peu ouvrir la parenthèse par rapport à la mort des 4 martyrs qui ont été pendus là où il a été érigé les stades des martyrs, le stade Camagnol à l'époque. Quel a été les vrais scénarios de cette situation? Je ne dirais pas de scénario, mais je dirais de faits. Oui. Ils ont été arrêtés, on le sait, vous le trouverez dans l'ouvrage, c'est en juin 1966, et pendu, je pense, les 30, et il y a eu ce qu'on appelle la mascarade, donc
le jugement de Pentecôte, martyr de Pentecôte. Il y a Mahamba, Evariste Kimba et tant d'autres. Et ils ont été exécutés, pendus. Et à ce moment-là, vous allez remarquer qu'il n'y a pas eu un procès. Parce qu'on parle de procès mascarade. Il n'y a pas eu un procès équitable, c'était un procès politique et d'intention. On accusait à Evariste Kimba, qui était le dernier premier ministre de la Première République, des complots d'État avec le Mahamba. Mais ce qu'il faut retenir dans cela, c'est que ces gens n'ont pas eu droit aux avocats. Donc, les procès, même leurs proches n'ont pas pu avoir accès. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été jugés politiquement. Donc c'était un procès politique et condamnés sans droit au recours. Voilà, non pas pour parler du scénario, mais Mobutu voulait se venger contre ces quatre personnages qui ont été pendus. Et les complots là, c'était pourquoi? Ils étaient reprochés de quoi? Ils étaient reprochés de tentatives à la sûreté de l'État et de faire un coup d'État contre le nouveau régime du maréchal et du général Mobutu. Et dans cela, il fallait qu'il y ait un procès équitable, qu'il y ait un jugement. Mais il n'y a jamais eu de jugement. C'était un jugement militaire, politisé, au point où ces gens ne se sont pas exprimés, mais ont été juste informés de leur condamnation à mort. Et voilà, c'est en juin que cela s'est passé. Et par conséquent, déjà en 66, le 30 juin 66, Mobutu va réintégrer Lumumba et baptiser ou renommer, si je peux dire ainsi, ou reconnaître Lumumba comme le héros national. Voilà pour justifier toutes ces mascarades qui étaient autour de cette politique de la jeune République, la deuxième République. Et il semble que Kamitatu le père avait échappé de justesse à cette situation. Effectivement, si vous lisez la démystification, qui est l'ouvrage que le fait Kamitatu a écrit, mais vous allez découvrir qu'il y a des révélations qui sont importantes pour les générations à venir et pour notre histoire. Effectivement, il a échappé parce que Kamitatu, c'était un personnage qui ne se manifestait pas brusquement, mais qui était un poids politique et qui faisait aussi peur au nouveau régime du général Mobutu. Kamitatu a joué un rôle prépondérant et il est parmi, je peux dire, les collèges des militaires indépendantistes. Il a lutté aussi pour l'indépendance du Congo. Et il est resté intègre par rapport à la philosophie du nationalisme congolais. Et Mobutu trouvait Kamitatu une menace du moment où Kamitatu n'épousait pas la politique de Mobutu. Donc là, je suis dans les années 60 jusqu'à 66. Tout au long de la carrière de Kamitatu, vous allez trouver que Kamitatu est resté lui-même par rapport à la philosophie du MNC, bien qu'il n'était pas, mais nationaliste. Et par conséquent, Mobutu voulait associer Kamitatu à ses complots. Parce que Kamitatu a revendiqué, il a montré que le gouvernement, le régime de Mobutu, c'était un régime autoritaire qui il y avait des penchants vers la dictature. Alors pour Mobutu, cet homme devait être associé aux martyrs, aux autres qui ont été pendus. Donc,
Voilà comment il a échappé de justesse. Et puis arrive le 24 avril 1990. Mobutu libéralise la vie politique. Qu'est-ce qu'il avait aperçu à l'horizon pour en arriver là? Il y a plusieurs faits, plusieurs causes en faveur du peuple zaïrois de l'époque et de l'opposition politique interne. D'abord, il y a le nouveau que Bush, le président américain Bush, père par le fils, qui avait déclaré que maintenant c'est le nouveau ordre mondial. C'est-à-dire il fallait une nouvelle, le nouveau élan politique avec la politique de la perestroïka et surtout la chute du mur de Berlin. Mobutu n'était plus utile parce après avoir pressé et... Ah oui, après avoir servi, il n'y avait plus la guerre froide. D'ailleurs, l'Amérique a un slogan. L'Amérique n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. C'est-à-dire, lorsque vous préservez les intérêts américains, vous êtes amis et alliés. Lorsque ces intérêts sont menacés et que vous n'êtes plus à mesure, ou bien ils n'ont plus d'intérêt dans votre champ ou juridiction, ils n'ont pas le temps à perdre. Ils vous lâchent. C'est ce qui lui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à beaucoup des États du monde et d'Afrique. D'ailleurs, je pense que ça doit être une leçon pour les leaders et les dirigeants africains. Que vaut mieux avoir les intérêts du peuple qu'avoir les intérêts des Occidentaux ou des grandes puissances, parce que lorsque ces intérêts ne sont plus, et vous êtes lâchés, on le voit d'ailleurs avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Maintenant, ça c'était le premier point. Il n'y avait plus l'intérêt de traiter avec Mobutu, il n'y avait plus le communisme. Donc la menace n'était plus contre l'Angola. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a eu les vents de la démocratisation avec les conférences nationales partout, au Congo-Brazzaville, au Bénin, partout dans différents pays d'Afrique. Ce vent est arrivé au Congo et a trouvé l'opposition qui était à l'époque déjà plus dynamique qu'aujourd'hui. Et troisième point, Mobutu a été déjà fragilisé par l'opposition interne. Donc voilà ces éléments qui justifient. Et d'ailleurs, ce qui a beaucoup marqué, qui a fait peur au régime de Mobutu et au maréchal Mobutu, c'était la mort de Tchétchesco, qui était son ami. Et il a vu comment est-ce que Tchétchesco a été tué, humilié, saccagé et jeté, son corps a été abandonné dans la rue. Ça a interpellé la personnalité de Mobutu. Il a mis en cause son régime, sa pensée. Il était le seul, et parce qu'il a dit je ne serai jamais appelé ex-président. Mais ce jour-là, il a réalisé que l'horizon démontre que je ne suis pas éternel. Et là, il a pensé, au lieu qu'il soit fragilisé, qu'il soit amorcelé, détruit, il a précipité les événements en organisant les consultations nationales sur toute l'étendue de la République. Et là où il disait, j'ai demandé qu'on puisse faire toutes ces consultations et je vais me plier à la volonté du peuple. Parce qu'il savait déjà qu'il n'avait plus l'appui de l'Amérique, il n'était plus utile, il n'y avait plus la guerre froide, le mur de Berlin était tombé, l'Amérique pouvait passer par d'autres chemins pour aller en Angola, c'est par lui. Donc,
sa position stratégique n'était plus utile ou considérée. Il a précipité les événements pour qu'ils ne soient pas trop humiliés. Après les consultations, le 24 avril 1990, il a déclaré dans un discours magistral, là où il a dit, comprenez mon émotion. Donc l'émotion, c'était de dire que je pensais que je devais être toujours, et je ne serai jamais appelé ex-président, et je devais gérer avec le parti unique, mais je me rends compte qu'avec le nouveau ordre mondial qu'a déclaré le président Bush, Mobutu s'est dit, vaut mieux précipiter le vent que d'être humilié et tomber dans les cas de Ceausescu. Le 24 avril 1980 et 90 ou 90, il fait son discours là où il libéralise les activités politiques. En commençant d'abord par 3 partis politiques. Et on trouve la sœur aînée de l'opposition congolaise, ou zaïroise, l'Union sacrée, l'IDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, qui était représentée par des grandes personnalités et personnages. Et voilà comment est-ce que la marche démocratique a commencé, déjà en 80 et 82 avec la lettre ouverte de 52 pages qui a été adressée par les 13 parlementaires. Voilà la marche politique. Et si je réponds à la question posée par rapport à la date du 24 novembre 1990. J'aimerais revenir un peu par rapport à ce que vous venez de dire, que le but se croyait éternel, qui ne serait jamais appelé ex-président. Et maintenant, par rapport à son nom, maintenant, il s'appelait Mobutu Sese Seko. En français, dire éternellement. C'était son vrai nom ou c'est par rapport à tous les honneurs, tout ce qu'il voyait qu'il s'est donné ces noms-là? Non, mais vous savez, cela est arrivé dans beaucoup d'États. Mobutu s'appelait Joseph Désiré Mobutu. Mobutu tout court. Oui. Mais maintenant, avec le recours à l'authenticité, il a déclenché le 27 octobre 1971. Il a changé son nom en bon chef. Je donne l'exemple parce qu'il interdisait que désormais il n'y aura plus de noms à connotation occidentale. Joseph, Patrick, Denis, Rose, Jacqueline, non. Ces noms seront maintenant suivis de ex-Jacqueline, ex-Denis, ex-Patrick, mais il a fait que lui-même donne l'exemple en changeant son nom en Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabal. Et il s'est donné un nom. Et il a demandé que tout Zaïrois puisse faire de même. C'était obligatoire. Et il y a eu même une loi ou un décret qui a été signé à la matière. Voilà ce qui justifie que lui, il s'est dit, dans cette folie de gloire, il s'est dit, je suis éternel. Les concurrents qui remportent des victoires en victoire. Voilà ce qui signifie le nom. Et c'est là, on trouve avec son acolyte, l'ex ou le fait général Yassimbe Yadema. Lui aussi a changé de nom comme ça. Donc, Mobutu avait des acolytes partout, des chefs d'État qui emboîtaient les pas de Mobutu. D'ailleurs, avec l'authenticité, Abakos, qui veut dire abat les costumes. Abakos, ça veut dire abat les costumes. Et on en trouve au Bénin, partout au Togo, et les gens ont épousé cette politique. Et à la conférence nationale souveraine, là où Mobutu a réalisé qu'il n'était plus ce qu'il pensait être. Apparemment, on dirait qu'il était un peu naïf parce qu'il ne croyait pas qu'il serait un jour abandonné par les Américains avec tout ce qu'il avait comme... Non, je ne pense pas que Mobutu était naïf. Mobutu était un grand stratège. D'abord, pour dire que
je parlais du bien de Mobutu, mais je vais vous dire que la politique d'unifier les pays, il l'a utilisé encore pour détruire le pays. À chaque fois que son pouvoir était menacé, alors il utilisait la politique de diviser, de mettre le peuple, la population, les ethnies, les régions congolaises en conflit pour qu'on trouve qu'il est le seul qui peut unifier le Congo et qui est le garant de l'unité du Congo. On trouve cela avec les actes posés dans les années 90-92 au Katanga. C'était la politique de Mobutu. Parce que jusque-là, il n'y a jamais eu de sanctions. Alors voilà comment est celui d'utiliser. Et il a abusé de la confiance du peuple congolais, les Zaïrois de l'époque, qui lui faisaient confiance, qui pensaient en lui comme un chef. Il se prenait comme un chef coutumier. Mais le temps était venu où il devait se considérer comme un chef qui peut être contesté et déboulonné à tout moment. Et il en a, d'ailleurs, il a été déboulonné. Et alors arrive Laurent Désiré Kabila. Pouvez-vous établir des points de ressemblance et de différence entre Laurent Désiré Kabila et Mobutu? Je voulais d'abord reculer un tout petit peu pour dire que Laurent Désiré Kabila, depuis 1961, il était dans les maquis. C'était un grand, et je l'ai dit, il est décédé grand nationaliste. Il faut qu'on reconnaisse le mal congolais, c'est-à-dire lorsque quelqu'un fait une erreur ou commet des dégâts, on oublie tout ce qu'il a fait. Mais moi je pense que Kassaboubou avait des bonnes qualités, Lumumba avait des bonnes qualités, Mobutu avait des bonnes qualités, nous Laurent Désiré avait des bonnes qualités, qu'on peut toutefois fédérer pour tirer le nationalisme congolais. Ou danser pour tirer, tamiser et trouver le nationalisme congolais. Ces gens avaient des défauts, mais pour le moment on a besoin de qualités pour la réconciliation de notre pays. Maintenant, en 64, Kabila était déjà dans les maquis. 61, 64, il est déjà actif dans les maquis avec les Sunyalo, Beigné, général Lundula, les autres Olenga, beaucoup de gens dans les maquis. Mais cet homme a lutté pendant des années dans les maquis. Il a sacrifié presque sa jeunesse pour défendre le nationalisme congolais. Et il est l'un que je peux dire qui a propulsé, qui a défendu le nationalisme lumumbisme. En dépit de tentatives et de ce qu'il a fait par après, l'histoire nous démontre déjà, en 90, 92, 94, jusqu'à l'arrivée de la FDL, on ne peut pas passer sans parler de la conférence nationale souveraine. Kabila a trouvé déjà les terrains bien aplanis. Mobutu était déjà moribond. Mobutu était déjà foutu. S'il était sincère, s'il aimait vraiment les Congolais, Mobutu devait remettre le pouvoir entre les mains de la CNS, qui était la conférence souveraine, qui était une institution légitime et légale. Mais il ne l'a pas fait jusqu'à la dernière minute qu'il a fui sous les balles de la FDL. Alors, parlons maintenant, parce que vous avez demandé de faire les similitudes ou la comparaison entre Mobutu et Kabila. Ça, si j'ai compris bien. Oui. Mais il faut préciser, il y a deux Kabila. Alors, on parle de Laurent Désiré Kabila, oui. Maintenant, je vais vous dire ceci. Mobutu était nationaliste. Kabila l'était aussi. Mobutu défendait les valeurs congolaises. Kabila défendait les valeurs congolaises. Mobutu défendait l'intégrité territoriale. Maintenant, au niveau des différences, je dirais,
que Mobutu avait des qualités d'un homme d'État. Kabila, il n'a fait que 3 ans au pouvoir. Il n'a pas fait ressortir ses valeurs d'homme d'État, mais il a fait ressortir les valeurs ancrées des nationalistes radicaux. Parce que il déclarait que les Congolais doivent se prendre en charge. Et les mérites que j'ai pour M. Laurent Désiré Kabila, c'est de constater que tout au long de son règne, il n'a pas pris de dettes comme nous le constatons aujourd'hui ou sous le régime de Mobutu. Il a géré avec les moyens, nos ressources. Ce qui démontre que avec nos propres ressources, on peut surmonter toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. Mais maintenant, au niveau des différences, je dirais que Mobutu, il était trop ancré dans sa philosophie de l'authenticité. Mobutu voulait à tout prix avoir ce qu'il a besoin. Il faisait par tous les moyens pour l'obtenir. Mais j'ai beaucoup plus à dire sur les qualités de ces 2 hommes. Les 2 hommes étaient autoritaires. Kabila était intransigeant. D'ailleurs, vous avez vu lorsqu'il recevait les émissaires, si ça ne cadrait pas avec sa philosophie et sa manière de voir les choses, il n'acceptait pas n'importe quoi. Donc c'était un homme qui n'acceptait pas n'importe quoi. Et son nationalisme est allé au-delà, parce qu'il a aussi fait le marxisme, léninisme. Il a poussé à avoir une tendance au socialisme. Il y a beaucoup de similarités, similitudes et des différences qu'on peut parler de ces 2 hommes, mais dans beaucoup de cas, je dirais, ils ont les mêmes qualités et la même façon de voir et de faire les choses. Un mot de la fin. Un mot de la fin, je dirais que j'interpelle tout Congolais, le peuple congolais, qu'on a raté une belle occasion du 50e de l'indépendance. Ensemble, j'interpelle aussi le gouvernement belge et le peuple belge. Et nous venons de rater une belle opportunité, c'était le 50e, pour faire le bilan de notre parcours, de notre mariage entre la Belgique et le Congo. C'est un mariage qu'on ne peut pas dissocier, qu'on ne peut pas séparer. On doit vivre avec la Belgique. La Belgique doit nous accepter telle qu'on est. Nous devons aussi accepter la Belgique et vivre en harmonie, mais sous de nouvelles bases, d'égal à égal et dans le respect. Et pour le peuple congolais, je profite pour dire, nous devons revisiter l'histoire pour préparer l'avenir avec sérénité. Si on ne tient pas compte des faits historiques, des événements historiques, nous risquons de nous plonger dans une aventure multidimensionnelle. Je demande à mes compatriotes congolais de voir l'avenir du Congo dans l'ensemble et de vivre dans l'harmonie. C'est-à-dire, nous n'avons pas la culture de la violence, comme nous le constatons dans d'autres États, lorsque c'est proche ou pendant les élections, il y a des violences, il y a des milices. Nous n'avons pas cette culture d'avoir des milices. Les Congolais, c'est un peuple qui aime la paix, dont je sollicite à mes compatriotes, dans ce moment électoral, que nous puissions aller aux élections de manière paisible, en toute sérénité, et aussi bien aux autorités habilitées et aux candidats aux différents postes d'avoir l'essence
du nationalisme et de ne pas pousser la population à des actes de violence ou à des compositions de milices que nous n'avons pas dans notre culture. Et pour terminer, je dirais aussi que nous puissions ensemble revisiter l'histoire, voir ce que Kasavubu avait comme de bonnes qualités, ce que nous avait comme de bonnes qualités, Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, ainsi de suite, pour se forger notre propre dignité. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, faites-le nous connaître et retrouvez-nous à la prochaine. Au revoir. Tosali